On sait à quel point Triple H aime les histoires à long terme, mais à un moment donné, il va falloir se calmer. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 2 septembre 2024. Rhea Ripley ouvre le show pour une promo après sa victoire avec Damien Priest contre Dominic Mysterio et Liv Morgan lors de Bash in Berlin. Maintenant que c'est fait, elle envisage de regagner le titre qu'elle n'a jamais perdu et qui est désormais entre les mains de Morgan. Elle est interrompue par un Dominic Mysterio à l'œil au beurre noir. Le public le hue et ne le laisse pas parler, et Ripley lui conseille de faire un demi-tour pour retrouver sa petite copine avant qu'elle lui fasse un autre œil au beurre noir. Mysterio explique que Morgan est toujours en convalescence après le match de samedi, cherche des excuses pour la défaite, mais assure que Morgan battra à nouveau Ripley et que lui deviendra champion intercontinental. Ripley lui répond qu'il est stupide et lui dit d'aller dire à Morgan qu'elle l'affrontera quand elle veut et où elle veut. Liv Morgan tente d'attaquer Rhea Ripley par derrière, mais cette dernière ne se fait pas surprendre. Dominic Mysterio arrive cependant à la distraire et à la faire se coincer dans les cordes. Liv Morgan va en profiter pour frapper Ripley au niveau des jambes. Damien Priest va arriver, mais c'est bien trop tard, le couple de heel s'est enfui. Très grosse réaction déjà de la part du public pour Rhea Ripley, ensuite pour Dominic Mysterio. Je me posais une question quand même, j'espère que cette histoire ne va pas encore durer des mois et des mois. On sait que Triple H a l'habitude de faire durer les histoires, de faire des histoires qui durent pendant 2, 3, 4 ans, 10 000 ans. J'espère qu'avec cette histoire-là, il va essayer de faire plus court que prévu. Je pense qu'après Bad Blood, parce qu'on peut imaginer qu'on aura bien Rhea Ripley face à Liv Morgan lors de Bad Blood, on pourrait s'arrêter là. Malheureusement, j'ai du mal à y croire. On enchaîne avec Alpha Academy qui font face à American Made, un combat qui va durer environ 7-8 minutes et c'était vraiment sympa. Je pourrais répéter aussi ce que j'ai dit par rapport au premier segment du show concernant cette histoire qui dure et qui ne s'arrête jamais. C'est vrai que Alpha Academy face à American Made, ça commence à durer, mais pour le coup, le public est toujours autant investi. Le public a toujours autant envie de voir un Otis fracasser Chad Gable et les membres de American Made, et le match est plutôt très cool. Il y a un truc qui est symptomatique du manque d'expérience de Brutus pendant ce match. American Made est en domination, il ne se passe pas énormément de choses, il va te sortir une prise qui est énorme, elle est impressionnante, un springboard moonsault, pour quelqu'un de son gabarit c'est impressionnant, mais en fait le public ne va pas extrêmement réagir parce qu'il la porte au mauvais moment cette prise, et ça c'est le manque d'expérience, c'est le genre de prise qu'il faut porter en fin de combat, quand les choses commencent à chauffer. Non, lui il le porte en plein milieu d'un match de manière un peu anodine. Bref, ça viendra avec l'expérience. Finalement, on va se retrouver avec une belle prestation de Maxxine Dupri qui se retrouve face à face avec Ivy Nile, mais après une intervention de Chad Gable, Ivy Nile va prendre le dessus et faire abandonner Maxxine Dupri. Après le combat, Chad Gable va prendre le micro et demander un match 4 contre 4 au Wyatt Six pour la semaine prochaine dans un match Street Fight. On a Oncle Howdy qui va arriver, qui va directement accepter ce challenge. Quand on voit la barbarie des Wyatt Six sur les dernières semaines et ce qu'ils sont capables de faire, j'ai vraiment très hâte de les voir dans un Street Fight match. Zelina Vega fait face à Shayna Baszler, un combat qui va très peu durer, on parle de 3-4 minutes grand maximum. Bon, c'était pas si mal en vrai, je trouve que Zelina Vega fait plutôt bien le boulot sans plus. Ça me permet ce match de faire un point sur le nouveau commentateur du côté de Raw, qui est Joe Tessitore, qui je trouve a une bonne voix pour commenter. C'est un gars d'expérience, hein, vraiment il a commenté du sport, etc. Le seul truc, c'est qu'il est vrai qu'il s'enflamme pas vraiment. Disons qu'il est là pour dire des choses assez factuelles, qu'il est assez souvent sur le même ton, sur le même rythme, et du coup c'est assez perturbant justement sur ce match-là où Vega essaye de prendre de la vitesse, essaye d'enflammer un peu le public. Je pense à ce DDT, et lui est très factuel avec DDT de Vega, machin de Vega. C'est assez factuel, alors faudra voir avec le temps comment il va s'habituer, mais c'est vrai que ça change. Bref, finalement Vega va perdre le combat suite à des interventions du clan de Shayna Baszler. Après le combat, on a Lyra Valkyria qui vient aider Zelina Vega, mais elle aussi se fait fracasser par le clan de Baszler, et Sonya Deville va terminer avec une petite promo pour dire que personne ne peut les battre. Bref, pas hyper intéressant. CM Punk est sur le ring pour nous sortir une promo. Il n'est pas encore rentré chez lui pour célébrer sa victoire avec sa femme et son chien et voulait faire un crochet par Denver pour fêter ça avec les fans. Il est ravi d'avoir remporté le strap match ce samedi face à Drew McIntyre. Il considère comme l'un des plus durs de sa carrière. Il y a d'autres plans désormais pour la suite. L'or est l'objectif et la cible c'est Gunther. Il va saluer la prestation de Gunther et de Randy Orton dans le main event de Bash in Berlin et va demander à ce qu'on mette sa musique
pour célébrer avec les fans. Et alors qu'il célébrait tranquillement, Drew McIntyre va à nouveau s'en prendre à lui. McIntyre va encore s'emparer du bracelet de CM Punk, sauf que cette fois-ci, il va le briser. McIntyre va porter plusieurs claymore kicks sur CM Punk, qui va être évacué en civière, alors que CM Punk était tout proche de l'ambulance et sur cette même civière, McIntyre vient encore s'en prendre à lui. Je peux refaire la même phrase concernant les histoires qui durent et durent. Alors pour le coup on s'en doutait, on savait bien que vu qu'il y avait 1-1 dans leur confrontation, on allait avoir un dernier match entre McIntyre et CM Punk et surtout Bad Blood, Hell in a Cell, ça paraît assez évident. Et là en plus on a vu un CM Punk en sang, un CM Punk évacué en civière, on peut imaginer que CM Punk va être absent lors des 2-3 prochaines semaines. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que va faire Drew McIntyre. Je pense qu'il va le challenger pour un match et qu'on va jouer sur un certain suspense concernant la présence de CM Punk lors de Bad Blood, et tout ça devrait arriver dans un Hell in a Cell pour cette fois-ci bien conclure cette histoire, en tout cas je l'espère. Match de qualification pour un match à 4 qui sera un match pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion intercontinental. On retrouve Ilya Dragunov, Dragon Lee et Dominic Mysterio. Un combat qui va durer environ 6-7 minutes et c'était vraiment bon sans réelle surprise. Quand on voit Dragon Lee, Dominic Mysterio et Ilya Dragunov dans un ring, le suspense n'est pas présent en termes de qualité et surtout que assez rapidement dans le combat, on va se retrouver avec un match 1 contre 1 parce que Carlito va intervenir et donc Damien Priest va venir faire le ménage sur le ring et Dominic Mysterio va s'en aller. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un Ilya Dragunov face à simplement Dragon Lee et là pendant 3-4 minutes, c'est du plaisir. Pas que c'était mauvais avec Dominic Mysterio, mais clairement le rythme s'accélère avec les deux sur le ring. Déjà, on peut être ravi et très heureux de revoir Dragon Lee sur un ring WWE. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, chose que je n'arrive pas à comprendre vu son niveau, vu ses qualités in-ring. Et là, c'est du pur plaisir. J'aurais aimé que ça dure 3-4 minutes en plus pour être honnête avec vous, mais Ilya Dragunov va l'emporter avec son Torpedo Moscow et se qualifie donc pour ce match à 4. Dans ce match à 4 pour le moment, on a Jey Uso et Pete Dunne et donc Ilya Dragunov. Match pour devenir aspirante numéro 1 au titre féminin par équipe. Sous les yeux des championnes qui sont présentes en ringside, on retrouve Alba Fire et Isla Dawn face à Damage Control, un combat de 5-6 minutes. Le combat, il est assez anodin, malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire sur le match. On a simplement un beau hot tag, comme toujours, de la part de Io Sky qui va mettre l'ambiance, qui va mettre un peu de feu dans ce combat, mais clairement, tout va se jouer à l'extérieur du ring, avec une Kairi Sane qui veut se projeter à l'extérieur du ring sur Isla Dawn, sauf que Isla Dawn, eh bien, elle va s'enlever et mettre la championne Bianca Belair à sa place, ce qui fait que Kairi Sane et Bianca Belair sautent au sol, et ça ne va pas plaire à Jade Cargill, qui, on le voit pas trop d'ailleurs à la caméra, je trouve que c'est pas assez mis en avant, va frapper Kairi Sane. Tout ça va donner un avantage à Alba Fire et Isla Dawn qui se retrouvent en 2 contre 1 sur le ring face à Io Sky et elles vont remporter ce combat et donc redevenir les challengers numéro 1 pour les titres. C'est un peu une boucle, hein, Alba Fire, Isla Dawn face à Cargill, Belair, mais comme je l'ai dit ce samedi, malheureusement il n'y a pas énormément d'équipes dans cette division, donc forcément on se retrouve avec les mêmes matchs. Gunther est sur le ring pour une promo se vantant d'être à l'origine du record de revenus liés aux ventes de places à Bash in Berlin et d'avoir battu la meilleure version de Randy Orton, un week-end qu'il considère comme l'un des meilleurs de son histoire. Il est rapidement interrompu par Sami Zayn, il rappelle que beaucoup de grands catcheurs, Randy Savage, Steve Austin, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, Bret Hart ont remporté le titre intercontinental avant de devenir champion du monde, ce qu'a fait Gunther aussi et c'est ce que lui compte tout aussi bien faire. Il veut le titre qui a toujours échappé à sa carrière, le titre de champion du monde poids lourd. Mais Gunther en a rien à faire du discours de Sami Zayn. Il ne pense pas que Zayn soit comme tous les catcheurs qu'il vient de citer et sa réponse au défi lancé par Zayn est non. Gunther va alors quitter le ring, mais Sami Zayn va l'interrompre et se demander pourquoi soudainement Gunther refuse un combat. Est-ce que c'est parce que Sami Zayn est la seule personne qui l'a déjà battu? Sami Zayn va terminer en disant qu'il vient le chercher et qu'il va devenir champion du monde poids lourd. Je me demandais justement qui allait être le prochain challenger de Gunther et j'avais complètement zappé Sami Zayn et l'histoire qu'il a avec Gunther et franchement tout ça fait sens, tout ça est logique. Oui, comme l'a rappelé Sami Zayn est la dernière personne à avoir battu Gunther
et c'était lors de WrestleMania cette année pour le titre intercontinental. Donc Sami Zayn est tout à fait légitime, Sami Zayn est tout à fait crédible. Et puis le match entre les deux avait été excellent, donc ça va nous donner encore un excellent match. Et Zayn, lorsqu'il faut sortir d'énormes promos de babyface et nous faire croire à sa victoire, il est parfait. Même si on sait qu'il y a zéro chance pour qu'il batte Gunther, eh bien un peu bêtement, un peu naïvement, à cause de ces promos, on va y croire. Deuxième match à 3 de la soirée concernant ce tournoi pour le titre intercontinental. On retrouve Ludwig Kaiser, Sheamus et Braun Strowman. Alors Strowman n'était pas de base dans le combat, mais malheureusement on l'a appris avant le show. Bronson Reed, qui était à sa place, eh bien a le Covid et donc forcément il est inapte, il ne peut pas combattre. Et ça tombe au pire des moments parce que c'est Braun Strowman qui va être choisi, un Strowman qui s'est fait détruire la semaine dernière et qui va vendre cette blessure un peu mais pas trop. C'est-à-dire que pendant le match, on voit qu'il est affaibli, il est vraiment pas bien. D'ailleurs, il va passer une partie du match à l'extérieur du ring, affaibli au sol, donc je comprends l'idée. Et puis Braun Strowman, ça reste une machine, ça reste un monstre, donc il peut se relever de tout ça. Mais ce qui me gêne, c'est que le match dure très peu de temps, on est quoi sur 4-5 minutes de combat télévisé, et Braun Strowman va l'emporter. C'est Braun Strowman qui va faire le tombé gagnant sur Ludwig Kaiser. Alors on a eu une intervention de Pete Dunne qui s'en est pris à Sheamus, mais j'avoue que voir Braun Strowman qui s'est fait détruire la semaine dernière, là être blessé mais quand même gagner ce type de combat là, ça me gêne un peu. Ça veut clairement dire que la place de Braun Strowman, c'est-à-dire Bronson Reed, eh bien devait gagner ce combat à 3 et que du coup ils n'ont pas réellement changé les plans et qu'ils se sont dit on va faire gagner Strowman. C'est quand même bien triste pour Bronson Reed qui avait clairement un gros coup à jouer dans ce tournoi. Et dans le main event, on se retrouve avec Finn Balor et JD McDonagh face à Damien Priest et son partenaire du soir, Jey Uso. C'était un choix de Rhea Ripley plus tôt dans la soirée. Rhea Ripley a dit à Damien Priest qu'elle avait un partenaire pour lui ce soir et clairement avec tous les teasings qu'on a eu de la part de Ripley, le public qui depuis des semaines chante des hits lors des segments où Ripley ou Damien Priest se font attaquer, eh bien ça paraissait logique de les voir en équipe ce soir et le match va durer une dizaine de minutes et il était plutôt cool, très divertissant, grosse ambiance pendant le match. Comme d'habitude, hein, le public fait quasiment tout le boulot parce que il est incroyable. Vraiment, ils vont réagir à chaque mouvement de Jey Uso et même lors du hot tag de Damien Priest. Mais je vais être l'aigri du groupe. Ça me saoule un peu. Toute cette histoire est hyper redondante parce que pendant le combat, va bien sûr avoir une intervention de Liv Morgan qui va s'en suivre une intervention de Rhea Ripley qui arrive blessée suite à l'attaque plus tôt dans la soirée, sauf qu'elle fait mine d'avoir hyper mal, sauf qu'elle a juste un peu mal, et donc elle peut s'en prendre à Liv Morgan qui va finalement s'enfuir. Bref, l'histoire se répète, je vous avoue que c'est un peu lassant. Ça fait quand même 3, 4, 5, 8 mois, j'ai l'impression qu'on voit ça. Une Liv Morgan qui fuit aux attaques de Rhea Ripley, ça commence à être un poil long et hyper redondant. Finalement, dans le ring, Damien Priest et Jey Uso vont faire la différence et battre les champions par équipe. Là aussi, ça me gêne. Désolé de voir les champions se faire battre en weekly comme ça, de cette manière. Ça me gêne aussi. Bref. Un main event qui sur le papier est vraiment très divertissant, je le rappelle, mais qui m'a quand même posé quelques soucis. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté, je vais peut-être être un peu sévère, on sera sur un 7 sur 10. Parce que les deux matchs que j'attendais le plus, finalement, les deux matchs concernant le tournoi pour le titre intercontinental, ils étaient bien trop courts. Alors j'ai adoré le premier, le deuxième était sympa mais sans plus, mais même le premier il est bien trop court par rapport aux attentes que j'avais sur ce match et donc forcément je suis déçu. Puis après tout au long du show, eh bien on est encore dans la continuité d'énormément d'histoires. Chad Gable avec les Wyatt Six, Judgment Day face à Priest, Rhea Ripley, Bianca Belair, Jade Cargill face à Alba Fire, Ayla Dawn. La seule nouveauté c'est Gunther face à Sami Zayn et j'en suis ravi, j'en suis vraiment content, mais ça reste quand même très léger. On est encore une fois dans la continuité, dans ce côté cinéma, dans ce côté long terme. J'avoue que parfois j'aime bien avoir un peu de fraîcheur, avoir un peu de nouveauté et là on n'en a pas vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut. Nous on se retrouve dès demain pour mon récap d'un NXT très attendu. Salut